Regardons l'état des canaux sodium et potassium pendant les différentes phases du potentiel d'action. Commençons par les canaux sodium. Au départ, ils sont fermés. Ils sont fermés parce que la membrane n'est pas encore assez dépolarisée pour qu'ils s'ouvrent. À partir du moment où la membrane va être dépolarisée jusqu'au seuil d'ouverture des potentiels d'action, ils vont s'ouvrir et ils s'ouvrent extrêmement rapidement. Mais ils s'inactivent aussi très vite, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps où ils ont été ouverts, ils s'inactivent automatiquement, environ au bout d'une milliseconde. Donc ce sont les premiers qui se sont ouverts qui vont s'inactiver. Pendant toute cette phase de pic et de repolarisation, les canaux sodium s'inactivent. Ensuite, ils vont se fermer. Quand vont-ils se fermer? Ils vont commencer à se fermer à partir du moment où la membrane repasse par le potentiel seuil. Une fois que la membrane est plus hyperpolarisée que le potentiel seuil d'ouverture des canaux sodium, ces canaux se ferment petit à petit. En ce qui concerne les canaux potassium, au départ, tout comme les canaux sodium, ils sont fermés parce que la membrane est sous le potentiel seuil de leur ouverture. Une fois que ce potentiel seuil est dépassé, les canaux s'ouvrent, mais nous avons vu qu'ils s'ouvrent avec retard, avec un délai. Et ce délai est extrêmement important pour que l'entrée d'ion sodium ne se fasse pas en même temps que la sortie d'ion potassium. Parce que si on avait en même temps une entrée d'ion chargé plus et une sortie d'ion chargé plus, il n'y aurait pas de changement de potentiel de la membrane. Pour qu'il y ait une phase de dépolarisation, une phase de repolarisation, il est extrêmement important qu'il y ait un décalage dans le délai d'ouverture des canaux sodium et potassium. Quand les canaux potassium vont-ils se refermer? Tout comme les canaux sodium, c'est quand la membrane est plus hyperpolarisée que le potentiel seuil de leur ouverture et ils se ferment ensuite progressivement. Alors on voit ici une phase dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est une petite phase d'hyperpolarisation transitoire, qui est due au fait que les canaux potassium se ferment lentement. Ils s'ouvrent lentement avec délai et ils se ferment lentement avec délai. De ce fait, il y existe encore un courant potassium longtemps, bien que la membrane ait passé le seuil, et du coup, la membrane a tendance à aller vers le potentiel d'inversion du courant potassium, puis ensuite la membrane se repolarise dès que les canaux potassium se ferment de plus en plus et il n'y a plus de courant potassium. Le potentiel d'action est initié au niveau du segment initial. Comment le sait-on? On le sait parce qu'on a enregistré en même temps dans le soma ici et dans le segment initial. Et à chaque fois qu'on a enregistré dans des neurones différents, on a vu que le potentiel d'action apparaissait toujours en premier dans le segment initial avant d'apparaître dans le soma. Pourquoi est-il initié dans le segment initial? C'est que là, il y a une très forte concentration de canaux sodium et que ces canaux sodium ont un seuil d'ouverture un peu plus bas que ceux du soma. Donc, ils vont s'ouvrir pour des dépolarisations moindres. Maintenant, pourquoi est-ce que cette membrane est dépolarisée? Comment c'est possible? Il faut d'abord une dépolarisation jusqu'au seuil pour qu'il y ait potentiel d'action. Eh bien, la dépolarisation est due à l'activité des synapses que l'on voit ici, des synapses qui sont très nombreuses sur les dendrites. Et quand il s'agit de synapses excitatrices, eh bien, elles dépolarisent la membrane du segment initial jusqu'au potentiel seuil d'ouverture des canaux sodium. Le potentiel d'action, une fois initié, va se propager vers le soma, c'est pour ça qu'on peut l'enregistrer dans le soma, et aussi jusqu'aux terminaisons axonales. Dans le soma, il s'arrête là parce que le plus souvent, dans les neurones, il n'y a pas de canaux sodium sensibles au voltage dans les dendrites. Je dis le plus souvent parce qu'il y a toujours des exceptions en biologie. Donc, en fait, le potentiel d'action, son intérêt, c'est de descendre et de se propager le long de l'axone. Comment se propage le potentiel d'action le long de l'axone une fois qu'il a été initié au niveau du segment initial? Souvent, les axones sont recouverts d'une gaine qu'on appelle la gaine de myéline, qui est une gaine formée par des cellules gliales. Et ces gaines sont espacées et entre les gaines, il y a ce qu'on appelle le nœud de Ranvier. Si on enregistre au niveau de ce nœud de Ranvier, on voit que les potentiels d'action à chaque nœud de Ranvier ont exactement la même amplitude. On dit que le potentiel d'action se propage de façon non décrémentielle. Comment est-ce possible? Quels sont les mécanismes qui font que le potentiel d'action ne perd pas en amplitude au cours de sa propagation le long de l'axone? Regardons les mécanismes de propagation. Ici, on enregistre au niveau du premier nœud de Ranvier et on enregistre un potentiel d'action. Il est très élargi parce qu'il est représenté comme ça, mais c'est vraiment un potentiel d'action. À ce niveau-là, les canaux sodium qui sont très concentrés dans les nœuds de Ranvier sont ouverts, puisqu'il y a potentiel d'action. Les canaux sodium du segment initial sont par contre à l'état inactivé puisqu'ils se sont ouverts précédemment, donc ils sont encore inactivés.
Et les canaux sodium du second nœud de Ranvier sont nœuds fermés puisqu'ils ne sont pas encore été soumis à une dépolarisation. C'est très important cette séquence, et on voit là l'importance aussi de l'inactivation, c'est que le potentiel d'action ne peut pas revenir en arrière, puisque là les canaux ne sont pas réouvrables. Donc le potentiel d'action ne peut se propager que dans un seul sens, du soma vers les terminaisons axonales. Regardons l'étape suivante. Maintenant on enregistre au niveau du nœud de Ranvier 2, et on a donc ce potentiel d'action au niveau du nœud de Ranvier 2, on est au temps t plus delta t. Ceux du nœud de Ranvier 1 sont inactivés puisqu'ils viennent juste de s'ouvrir, et ceux de segment initial sont maintenant refermés. Le potentiel d'action ne peut pas retourner en arrière sur le nœud de Ranvier 1 puisque les canaux sont inactivés et ceux du segment initial sont trop loin, les lignes de courant sont trop faibles. Donc il va continuer à se propager comme ça vers les terminaisons axonales sans décrément parce que dans le fond, le potentiel d'action est recréé à chaque nœud de Ranvier. À chaque nœud de Ranvier, on réouvre des canaux sodium qui refont un potentiel d'action. Le potentiel d'action est un signal tout ou rien, parce que soit les canaux sodium s'ouvrent, soit ils ne s'ouvrent pas. Ils s'ouvrent tous d'un coup, les uns derrière les autres, puisque chaque fois qu'ils s'ouvrent, il faut entrer des ions sodium qui dépolarisent la membrane, et cette dépolarisation fait ouvrir encore plus de canaux sodium, puisque ce sont des canaux sensibles au voltage, donc ils s'ouvrent extrêmement rapidement les uns derrière les autres. Le potentiel d'action est propagé sans décrément, parce qu'il est recréé à chaque nœud de Ranvier. On l'appelle potentiel d'action sodique car sa phase de dépolarisation dépend uniquement d'un courant sodium. Il est initié au niveau du segment initial parce que c'est là que se trouve une forte densité de canaux sodium qui ont un seuil d'ouverture plus bas que dans les autres parties du neurone et notamment dans le soma. Il se propage dans l'axone et non pas dans les dendrites parce que il n'y a pratiquement pas de canaux sodium dans les dendrites dans la plupart, la très grande majorité des neurones. Donc, une fois initié au segment initial, il va se propager dans le soma et il s'arrête là. Et dans l'autre sens, il descend le long de l'axone et des collatérales axonales jusqu'aux terminaisons axonales. Quel est son rôle? Son rôle est de provoquer la fusion des vésicules qui contiennent le neurotransmetteur avec la membrane des terminaisons axonales et la libération du neurotransmetteur. Donc, le rôle essentiel du potentiel d'action, c'est de provoquer la transmission synaptique. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre.